Alors, docteur Cresson vient d'introduire la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les apports nouveaux dans ce projet de loi de la nouvelle Constitution? Voilà, en tout cas, bon, je remercie, en tant que je salue l'analyse pertinente du docteur Christian Beninga. Mais je voulais simplement rappeler que, par définition, la Constitution a pour objectif de fixer des règles relatives à l'organisation des pouvoirs et à déterminer la nature des relations qui existent en ces pouvoirs-là. Alors, je ne peux pas ici, peut-être certains l'ont dit, dire que élaborer une constitution, c'est uniquement, en fait, c'est pour déclencher le levier de développement. Bon, ça, c'est une analyse vraiment, en tout cas, de mon point de vue, qui ne m'intéresse pas. Alors, en restant seulement dans le cadre de l'organisation du pouvoir politique. En termes de... Vous savez, même dans la... Comme vous l'avez dit, il faut analyse, décryptage. Dans la Constitution de 2016, je vais donner un exemple, pose un certain nombre de problèmes juridico-politiques qui n'ont pas été nécessairement perçus. En ce qui concerne, par exemple, la prestation du serment, et ça, c'est une analyse purement juridique. L'innovation a consisté à un article qui prévoit que désormais, le président de la République, démocratiquement élu, ne prêtera plus serment devant le Conseil constitutionnel. Le problème juridico-politique qui se pose est le suivant. Est-ce qu'un président qui est l'émanation du peuple souverain doit aller prêter serment devant des membres de la Cour constitutionnelle que lui-même il a nommés? Il y a un problème déjà de légitimité dans la nomination de ces institutions. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, alors que les membres de la Cour constitutionnelle, et au passage j'en profite pour faire peut-être une petite, avec humilité, puisqu'on raisonne par comparaison, en France, les membres du Conseil constitutionnel sont désignés de la même manière, c'est-à-dire 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat, et 3 ainsi de suite. Bon, ça ne pose aucun problème de légitimité. Le Conseil constitutionnel travaille sur cette. Pourquoi dire si le président de la République désigne 3 et que le président du Sénat désigne 3, et que ça veut dire que c'est un Conseil constitutionnel acquis au chef de l'État? Non, il ne faut pas regarder ça comme ça. Et d'autant plus que même on est allé au-delà. Non seulement il y a les représentants des magistrats, il y a les représentants des enseignants, des supérieurs, et il y a aussi les représentants des avocats. À ce titre-là, on peut dire que voilà, ça va être un conseil constitutionnel qui est acquis au pouvoir. Non, la Cour constitutionnelle ou le conseil est une juridiction spéciale chargée de veiller seulement à l'application de la Constitution. Et puis c'est même un conseil du gouvernement. S'il y a des problèmes, et puis bon, tranche le pouvoir en connaissance et sur la base de les dispositions constitutionnelles qui existent déjà. Voilà. Merci. Donc, voilà un peu la réaction Maître Biégbia, vous répondez quoi à ce que Maître Ndoye? Oui, mais je suis quand même sérieusement étonné. Vous avez vu que quand la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Il fallait qu'on rende la décision selon la volonté du président de la République. Quand la décision n'a pas été rendue, automatiquement, on a violé la loi pour mettre d'autorité 2 magistrats à la retraite. Et cette nouvelle constitution a corrigé ce dérapage en insérant maintenant dans la rédaction le problème de la retraite. Donc vous voyez, ils ont rattrapé cela. Alors pourquoi ne pas s'inquiéter quand on voit que le chef d'État, avec les rédacteurs patentés qui sont là, ont diminué les prérogatives des institutions pour que ce soit le chef de l'État seul qui contrôle tout. Alors ça nous inquiète. Et quand on s'inquiète, il s'étonne. C'est quand même assez bizarre. Vous voyez? Donc, nous disons que quand on a tout ce que le peuple attendait, puisqu'ils nous ont dit que cette constitution empêchait la RCA de se développer. Mais pendant 7 ans, le chef de l'État a nommé tous les gouvernements, tous les premiers ministres, sans aucune entrave. Mais qu'est-ce qui l'a toujours empêché? Qu'est-ce qui l'a toujours empêché? Et comme l'a dit mon ami Cresson, Andashima, on exploite l'or ou le diamant sans payer des taxes à l'État.
les Russes encore continuent d'exploiter le bois sans payer des taxes à l'État. Alors, moi, j'ai toujours appelé cela le syndrome de la RCA. Donc, on quitte l'ancien maître pour aller chez le nouveau maître et se faire harakiri. Alors, il est important que les rédacteurs de la nouvelle Constitution nous disent la Constitution de 2016, voilà le mot qu'a gagné. Parce qu'ils ont chanté dans les médias que la Constitution de 2016 empêchait la République centrafricaine de se développer. Et aujourd'hui, il faut vraiment poser ce problème-là, nous expliquer en quoi la nouvelle Constitution va nous apporter ce développement. Ça nous permet de débattre. Je peux garder le micro? Oui, j'aurais bien aimé être un peu plus long, mais bon, comme vous me l'interdisez, je vais faire comme vous me le demandez. Je suis resté sur ma soif. J'attendais très sincèrement que M. Yabela puisse nous dire très exactement quels sont les avantages de cette nouvelle constitution qui a été réécrite. Mais seulement, on nous a parlé seulement du chef de l'État avec un point, et voilà, on a survolé. Je le rappelle, puisque je ne peux pas me donner le temps de lire complètement ce qui a été fait, mais je vous indique simplement des références. S'il vous plaît, si vous avez le temps, allez lire les articles et les alinéas que je vais vous citer pour vous dire à quel point la Constitution du 30 mars a répondu à un besoin. C'était un besoin. La Constitution du 30 mars avait des répondants à des questions de société qui étaient posées. Vous avez les alinéas 6, 7 et 9 du préambule de cette Constitution. Vous avez les articles 28, 29, alinéa 2 de cette Constitution par rapport à la question de la souveraineté. Vous avez les dispositions des articles 33, alinéa 16, l'article 34, alinéa 2 et 3, l'article 35, alinéa 2 et 3, l'article 36-3, qui vous parle justement de la question de la propriété bâtie. Ça répondait à un besoin. Pourquoi? Dans la plupart des cas, quand on parle d'élections législatives, par exemple, nous qui sommes à Bangui, qui nous croyons peut-être supérieurs aux autres parce que nous développons toujours un complexe, nous pensons que nous sommes mieux outillés et mieux placés pour aller en province nous faire élire députés. Mais quand nous avions été élus députés, qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons sur Bangui. Et plus jamais, nous nous mettons pied dans nos localités, dans nos circonscriptions électorales. Voilà une innovation. Nous l'avions imposée pour obliger celui qui veut être candidat dans une circonscription électorale à pouvoir s'identifier à cette circonscription électorale et à se sédentariser, être avec les siens pour mieux les comprendre, mieux les écouter. Voilà un cas. Lorsque vous allez lire, par exemple, les dispositions de l'article 35-4, vous vous rendrez compte que nous avions décidé, par rapport à notre passé, et d'ailleurs le plus récent, de limiter la durée du mandat. Limiter la durée du mandat et le nombre de mandats. Pourquoi? Parce que nous avions pensé que l'alternance politique était une solution au développement de notre pays. Tant que nous allons vouloir dire rester chef de l'État pour toute l'éternité, eh bien, on fera bien évidemment des jaloux, on fera des mécontents, on va créer la frustration, et les autres diront, mais pourquoi pas moi? Et ça va créer des crises. Comment résoudre ce genre de crise? Il faut une alternance. Voilà un peu l'idée. Mais entre nous, qu'est-ce que nous nous disons assez souvent? Assez souvent, nous nous disons, c'est la faute de la France. Parce que nous n'avions pas réussi, parce qu'on a volé ici, parce qu'on n'a pas construit là, c'est la faute de la France. Pourquoi? Parce que la France met la pression sur nos chefs d'État. Vrai ou faux? C'est ce que nous disons. Mais comment est-ce que vous voulez rester là à subir des pressions alors qu'on vous donne la possibilité de vous décharger de ces pressions? Est-ce normal? Ce n'est qu'une question qu'on devrait se poser. Si je ne veux plus subir des pressions, si je ne veux plus être à la merci des uns et des autres, si je ne veux plus être téléguidé ou dirigé par les uns et les autres, mais l'alternance est la meilleure solution qui va donner la possibilité, moi je peux dire non au professeur Yabela aujourd'hui, mais parce que je sais que même si je dis non aujourd'hui, le professeur Yabela ne pourra pas me mettre dehors, puisque je suis la volonté du peuple. Et demain, après moi, quand je vais passer, mais Maître Gbebo va venir, M. Lako va venir, Christian va venir, et ainsi de suite. Voilà l'avantage de l'alternance.
Vous avez aussi d'autres dispositions, les articles 38 sur le serment. Le serment, et j'insiste. Pourquoi nous avions mis le serment? Il faut que le chef de l'État lui-même dise le serment. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il s'engage solennellement devant le peuple qu'il a élu. Je vais conclure, madame. Je vais conclure très rapidement. Je renverrai bien évidemment notre auditoire à la lecture des dispositions des articles 39, 49, 50, les contre-5 qu'on est en train de vouloir mettre de côté parce que c'est des questions de responsabilité. Les articles 58 sur les déclarations de patrimoine, les 60, et justement, dans la nouvelle constitution, je ne sais pas. Vous prétendez avoir emmené des améliorations, mais en vérité, vous avez maintenu tout ce qui est assez bon dans la constitution du 30 mars 2016, sans pour autant améliorer ce que vous pensiez pouvoir apporter. Alors, moi, sincèrement, je me demande si ça valait la peine de réécrire la constitution de notre pays. Alors, on va conclure le débat avec cette question de binationalité, mais avant d'en arriver là, je donnerai la parole au public pour quelques questions. Docteur Cresson Beninga avait demandé la parole. S'il vous plaît, docteur, 1 minute et 30 secondes, et on donne la parole au public. J'ai demandé la parole juste parce que mon voisin le plus immédiat a évoqué la question de légitimité et de l'originalité. Et pour parler de l'originalité, il parle de la prestation de serment du chef de l'État. La modalité a changé. Si c'est ça l'originalité, quel est l'intérêt d'élaborer une nouvelle constitution? Vraiment, si c'est ça l'originalité de cette constitution. Ce n'est pas une originalité de mon point de vue. En réalité, cette constitution n'a aucune originalité. Aucune originalité. Et en parlant de la légitimité de la Cour constitutionnelle, que vous semblez remettre en cause, la question que je me pose est celle de savoir quelle sera la base de la légitimité du vice-président. Ce poste que vous avez nouvellement créé, qui est une coquille vide, il ne fait rien et on dit les prérogatives du vice-président seront définies par une loi. Et celui-là, il va remplacer le chef de l'État en cas de vacances. Alors, quand vous prenez le président le vice-président, qui est nommé par le président de la République, et vous prenez le président de l'Assemblée, qui a subi 2 processus de vote. Il est d'abord élu comme député de la nation, et il va être encore élu par ses pairs pour être président de l'Assemblée nationale. Vous dites non, tu n'as pas la légitimité, c'est celui que j'ai nommé qui a désormais la légitimité. De qui se moque-t-on? Merci, je crois qu'on va s'arrêter là, on va reprendre plus tard. On va donner la parole au public. Je commence par Madame Gina. S'il vous plaît, soyez bref dans les questions, assez claires pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Merci beaucoup, Ousna. Je ne sais pas si je vais être bref, puisque moi-même étant ancien membre du Conseil national de transition et puis ancienne députée de 5e et 6e législature, donc j'interviens parce que je suis interpellée. Je suis interpellée par ce projet de nouvelle constitution et moi j'aimerais comprendre. Moi j'importe mon regard en tant qu'ancien député, ancien membre du Conseil national de transition. Maintenant, avant d'intervenir, je suis un peu... Je ne suis pas surprise. À chaque fois, je suis choquée par entre guillemets, les personnes qui se réclament la paternité de ce projet de constitution, mais qui ne sont pas en mesure de défendre cela, d'expliquer cela au peuple. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le peuple qui ira voter le 30 a le droit de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de nouvelle constitution. Mais si vous voyez bien, à chaque fois, on passe de coq à l'âne, mais sans pour autant aller dans le fond. Il y a quoi? Tout à l'heure, vous avez posé la question ici pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de plus de positif par rapport à la Constitution de 2016? Et je vois que ce que le professeur Ndoué a apporté, c'est juste par rapport aux prestations de serment. Ce n'est pas de cela que nous attendons. Je vais revenir sur quelque chose, sur ces propos liminaires. Le professeur Ndoué a dit quelque chose qui m'a choqué en tant qu'ancien député. Quand il dit, excusez-moi, on peut changer la Constitution à tout moment et ce n'est pas une espèce d'assemblée législative en parlant du Conseil national de transition. Mais dans ce cas, dans quel cadre il était intervenu? Si c'est une espèce, s'il ne considérait pas ça comme quelque chose vraiment de constitution, s'il n'y avait pas ce pouvoir, comment il est intervenu? Pourquoi il ne l'a pas relevé à cette période-là? Il pouvait décliner
puisque nous l'avons. Moi-même, j'étais désigné en tant que député dans la commission mixte. Il pouvait décliner justement ça, mais il a participé. Il est aussi, il peut se réclamer la paternité de la Constitution de 2016. Mais ce qui me surprend aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé ce texte qui dénient maintenant, qui font comme si en fait ils n'étaient pas informés, ils ne sont pas au courant, et comme si c'était quelque chose de nouveau. Non. Maintenant, je reviens sur... il dit que le peuple peut être associé. Et le peuple peut être associé en amont, en aval. Mais dans le cas d'espèce, à quel moment le peuple va dire ce qu'il pense de ce projet de constitution? Tout à l'heure, Maître Otto avait omis de dire qu'il y avait la consultation à la base, qu'on a tenu compte de ses recommandations pour faire la constitution de 2016, mais le professeur Dr Cresson Beninga l'a relevé. Mais la constitution de 2016 a tenu compte justement des aspirations et des attentes du peuple. Et à cette période-là, cette constitution était justement d'enlever un certain nombre de pouvoirs dans les mains du président de la République pour ne pas qu'on retombe dans les crises. Mais c'est comme si le Centrafricain ne retient pas les leçons du passé. Vous voyez? Maintenant, j'ai tellement de choses à dire, je suis désolée, mais maintenant, quand le docteur Beninga parle d'un projet de constitution qui est chrysogène, je suis d'accord avec lui et je vais rentrer dans les détails si vous me permettez. Quand nous prenons les dispositions, simples concernant les députés, l'article, je crois 65 si je retiens bien, il faut avoir le bac. Alors, vous êtes femme comme moi, nous avons voté la loi sur la parité. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de me dire que l'Assemblée nationale se doit représenter à 50% parce que les femmes auront le bac à 50% pour se présenter aux élections législatives? Il faudrait qu'ils nous expliquent. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des députés à l'heure actuelle qui n'ont pas le bac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nos pauvres étudiants qui sont ici, excusez-moi si je dis pauvres, c'est pas méchant, mais vous vous battez en ce moment pour étudier, mais demain vous allez voir que tous ceux qui n'ont pas le bac, d'ici 1 an, 2 ans, comme par hasard, ils auront tous le bac. Vous voyez, c'est ça, la nouvelle constitution, le nouveau projet de constitution. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Tous ceux qui n'ont pas le bac aujourd'hui, et puis qui vont sur le terrain pour défendre ce projet. Mais demain, ça va être au cas par cas? Mais j'ai une question à poser au professeur Ndoui. À quel moment le peuple peut apporter les amendements? Et à quel moment ces amendements seront pris en compte? Est-ce que justement, ces amendements, quand ils vont être pris en compte une fois adoptés, est-ce que c'est légal? Est-ce que ce n'est pas un pouvoir autoritaire? Est-ce que c'est les vœux du peuple? Parce que le peuple va voter un texte qu'on leur a soumis. Mais demain, j'entends dire les dispositions, par exemple, concernant le centrafricain d'origine. Le français, c'est le français. Centrafricain d'origine, et les parents aussi centrafricains d'origine. C'est clair. Ça veut dire quoi? Nous qui avons nos enfants, aujourd'hui tous, qui étudient à l'extérieur, nous avons fermé la porte à tous ceux-là. S'ils sont amenés, par exemple, à épouser une autre nationalité, mais les parents, on n'a pas dit un parent, ou être centrafricain d'origine d'un parent, c'est différent, il y a une nuance, si je ne me trompe. On a dit les parents. Les choses sont claires. Aujourd'hui, ne venez pas nous dire que non, mais ça va être le cas par cas. Je reprends un autre exemple. Je suis surprise de voir certains ministres issus des groupes armés qui défendent ce projet. C'est clair dans ce projet, il est dit que n'avoir ni créé, ni appartenu, ni participé à une rébellion. N'est-ce pas? Bon, ces personnes-là, ces ministres qui défendent aujourd'hui ce projet, demain, ça va être des cas par cas. Ceux-là vont rester parce que leur cas est différent des autres. Vous voyez? Il y a tellement de choses dans cette constitution qu'il faut dire la vérité aux Centrafricains, leur expliquer. Et moi, je ne vois pas l'innovation. Je ne vois pas l'innovation. L'article 60 qu'on a supprimé, c'est grave. C'est grave. Parce que déjà, l'article 60, on avait du mal à appliquer. En tant qu'ancienne députée, on avait du mal à appliquer. Ça a été source des crises et des problèmes à l'Assemblée nationale, et je pense que nous le savons. Parce que quand l'Assemblée nationale veut se pencher dessus, eh bien, ça devient un problème. Aujourd'hui, vous pouvez demander combien de permis miniers a été donné et combien sont passés devant l'Assemblée nationale. Et en fait, on a favorisé ça. Tout simplement. On a favorisé cela. Maintenant, professeur, moi, je souhaiterais, c'est votre bébé, c'est normal, mais je souhaiterais que quand vous êtes en face du peuple, expliquez au peuple ce projet de nouvelle constitution
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte le plus pour le peuple centrafricain? Mais ce que nous constatons, c'est un règlement de compte. C'est plutôt discriminatoire. C'est fait dans un but d'éliminer un certain nombre de personnes. C'est fait dans le but d'enlever, c'est-à-dire surtout la Cour constitutionnelle, hein, parce que ça, on a vu qu'on a enlevé pratiquement tous les pouvoirs du Conseil constitutionnel, je suis désolée. Et ce que mes prédécesseurs ont dit, ils ont raison. Quand vous avez le président de la République qui désigne 3, le président de l'Assemblée 3, et les 5 autres sont élus, ne soyons pas aveugles, nous vivons dans ce pays, nous savons très bien que les 6 représentent la majorité, l'autorité qui les a nommés. Mais ça veut dire quoi? On ne tiendra plus compte des décisions de la Cour constitutionnelle. Alors, je vous remercie. J'ai tellement de choses, mais peut-être merci je beaucoup, reviendrai. Madame Gina Sanzé. On va donner la parole à ce monsieur. Après, on revient vers toi. Merci. Je vous remercie. J'apprécie aussi à sa juste valeur l'intervention du professeur Yabela. Bien qu'il sait qu'il défend gauchement, absolument gauchement, toutes les dispositions de ce projet de constitution. Moi, je ne vais pas redire ce que mes prédécesseurs ont dit. Ce n'est plus question de droit. Non, c'est une question de moralité. Aujourd'hui, comment comprendre un professeur d'université de son rang prête serment devant tout le monde et après il revient pour renier ce qu'il lui-même a dit. Il était où? Est-ce qu'il n'a pas lu la Constitution du 30 mars 2016? Il n'a pas lu ça? Et il a prêté serment en 2016. On pouvait comprendre qu'il n'avait pas bien compris le texte. En 2021, il est revenu sur ça. Il a prêté serment devant la nation, devant Dieu, de ne pas modifier son mandat et la durée, tout ça. Je crois que c'est une question de moralité. Et aujourd'hui, vous qui êtes professeur, vous enseignez le droit, vous avez intérêt à dire à vos enseignants, à vos élèves, à vos étudiants, que vraiment, c'est la politique. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas le juridique, c'est la politique. Et vous êtes obligé de défendre cette position-là. Bon, pour garder peut-être votre position, c'est inadmissible, professeur. Je vais vous dire que la Constitution du 30 mars 2016 a été rédigée. J'ai fait partie de la commission, étant conseiller national. On a travaillé avec tout ce monde-là, rien que des Centrafricains. Rien que des Centrafricains. Vous soulevez la question de la légitimité du CNT. Je vous renvoie à la charte constitutionnelle, article 52. C'est la charte constitutionnelle de transition qui a donné ce pouvoir constituant au CNT. Et c'est à base de ça que nous avons rédigé la Constitution. Il n'y a pas question d'illégalité. On était dans la légalité. On a consulté tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez constaté que l'Assemblée ici a constaté qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette constitution dans ce projet-là qui va amener la Centrafrique, le Centrafrique, à émerger. Au contraire, comme a dit mes prédécesseurs, ce projet va nous amener que des crises. Et je pense qu'il faut faire l'économie des crises et en retirant purement et simplement ce projet de constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup. On passe la parole à Zaza. Au point. Merci. Bon, je vais être court et je vais peut-être parler... Désolé, monsieur le professeur, je ne vous connais pas parce que moi, je n'ai jamais étudié à l'université. Mais j'aimerais juste revenir sur deux choses. Vous êtes professeur, vous enseignez le droit. Est-ce que juridiquement parlant, c'est possible aujourd'hui qu'on est censé aller voter un texte de loi où vous vous permettez pendant les campagnes de dire que après avoir voté, on va peut-être l'améliorer? Donc, c'est-à-dire que vous êtes conscient que ce texte est vide de contenu. Il
il y a ça. Les gens parlaient de l'innovation ici. Moi, j'aimerais voir. Bon, pour moi, je pense que sur 2 articles, peut-être il y a de l'innovation. Sur l'ancienne constitution, à l'article 7, on a dit le mariage est l'union entre hommes et femmes. Il est organisé par la loi. L'innovation peut-être que vous avez apportée, c'est le fait de dire que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. Point. Je continue. De sexe opposé, virgule, et de fonder une famille placée sous la protection des pouvoirs publics. Il y a une nuance ici qu'on aimerait savoir. Vous voulez nous emmener dans l'homosexualité et vous cachez c'est une réalité. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? J'aimerais savoir. Parce que quand vous dites avec la personne de son choix, point. Donc entre hommes peut, c'est... Point déjà, c'est bon, on a appris ça. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, est-ce que vous pouvez répondre par exemple à ça? Merci. Merci. On va terminer avec Pamela Desroms qui a une question. Bon, merci beaucoup. Je voudrais aussi emboîter les pas à mes prédécesseurs pour féliciter SADPro TV qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir au moins poser des questions et donner notre avis en ce qui concerne cette constitution. Et je pense que moi, ma position, elle est connue et ça, c'est depuis le dialogue républicain. Parce que jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs, même quand cela a évolué, je m'attendais à avoir des raisons ayant conduit aujourd'hui à ce projet de la nouvelle constitution. Même ici présent, je n'ai pas pu avoir les éléments convaincants qui peuvent aussi m'encourager à dire oui, peut-être l'État, le gouvernement, avec ceux qui ont eu cette idée de changer cette constitution, ont eu raison. Depuis toujours, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire. Déjà, cette constitution commence à créer des problèmes. Pourquoi? Depuis le mécanisme tout au début, si vous constatez bien, le problème que cela a créé autour de cette vision de changer cette constitution, ça ne fait que diviser et créer de la zizanie au sein de la communauté. Et cela est fait expressément par ceux qui sont en train de vouloir nous imposer. Je le dis puisque je n'ai pas été associé, je soutiens depuis toujours la constitution du 30 mars 2016 pour la simple et unique raison. Cela a été dit ici par, je crois, Maître Begbia et bien d'autres qui ont dit la constitution de 30 mars était l'émanation de la population. Et, puisque c'est toujours en vigueur, est l'émanation de la population centrafricaine. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, j'ai eu cette chance-là de participer dans une mission au niveau de la Montbéret KDI pour écouter les Centrafricains, prendre en compte leur point de vue lors de la consultation à la base. Encore au niveau du forum de Bangui, j'aimerais préciser ici, j'ai eu cette chance aussi de lire ce qu'on avait appelé la dernière fois communiqué spécial, je pense, si je n'ai pas perdu l'intitulé de ce communiqué, qui consistait, ça a été soulevé ici, à ce que dorénavant, ça c'est le forum qui l'a dit et ça a été retransmis dans la constitution du 30 mars, que dorénavant, tout ce qui est permis minier, ainsi de suite, devrait passer par l'Assemblée. Et c'est moi qui l'ai lu. J'ai eu cette grâce et cette chance-là de le lire pendant le forum de Bangui. Vous comprenez un peu, c'est pour dire combien est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les Centrafricains ont été vraiment associés, impliqués, écoutés et leur point de vue ont compté dans ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir cette constitution. Malheureusement, je ne peux pas revenir parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps d'aller vraiment au fond de cette nouvelle constitution pour la simple raison que je n'en ai pas déjà, puisque ça n'a pas été distribué aux Centrafricains. C'est sur quelle base on doit aller voter? Si nous-mêmes, on n'a pas ce document, on va aller voter quoi? Quelque chose qu'on ne connaît pas? Et je pense que c'est un problème. On nous a fait savoir ici que
c'est les jeunes centrafricains. Bon, un exemple avait été donné par docteur Paul Cresson Beninga ici, que lors du discours du chef de l'État, il a témoigné que c'est un jeune centrafricain venu devant le palais de la République qui a réclamé. Mais ce jeune qui a réclamé, qu'est-ce qu'il a dit qu'on doit changer dans l'ancienne constitution? Et aujourd'hui, est-ce que ce jeune, on l'a appelé pour lui dire, écoute, voilà, nous sommes en train d'apporter un changement contrairement à ce que tu nous avais dit de changer. Est-ce que ces jeunes qui ont marché, est-ce que ces jeunes qu'on a dit, c'est eux qui ont été à l'origine, aujourd'hui qu'on a écouté leur son de cri, voilà. Est-ce que ceux-ci ont été associés à la rédaction de cette constitution? Est-ce qu'ils connaissent le contenu? Donc pour moi, je ne vais pas aller au-delà de ça, mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, qu'on donne l'occasion aux Centrafricains aussi de s'exprimer de manière libre, que leur voix puisse être prise en compte. Et j'aimerais véritablement avoir la réponse à la question posée, c'est à quel moment on va prendre en compte toutes nos préoccupations. Ces préoccupations, est-ce qu'ils seront prises en compte bien avant ce vote ou bien ça sera après? Parce que ça sera après, je pense que ce n'est que de l'amusement, tout simplement. Merci beaucoup, Pamela. Il y a beaucoup à dire, mais on est limité par le temps. Je crois que... Alors là... Juste une petite... C'était une omission, excusez-moi. Je voulais juste poser une question au professeur concernant la suppression... il faut faire vite, s'il vous plaît. Suppression du Sénat. Quelles sont les motivations qui vous ont amené à supprimer le Sénat? Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que ça met fin au processus de décentralisation? Parce qu'effectivement, le Sénat devait être l'émanation justement des représentations au niveau des localités. Mais aujourd'hui, vous mettez fin au Sénat. Pourquoi? Pour quelles raisons? Parce qu'il y a d'autres institutions qui sont budgétivores dans la Constitution, comme vous le dites, vous n'avez pas supprimé, mais vous avez jugé utile de supprimer le Sénat. Merci de me le dire. Ok, je prends la dernière question ici. Et comme on a M. Desrands-là avec nous, qui n'a pas parlé depuis, on aimerait vous entendre un peu. Donc, après la dernière question, on vous donne la parole et puis on revient ici. Merci, Ousna. Je tiens à remercier Sapro TV pour cette initiative. Parce que depuis, je cherchais un de ceux qui soutiennent ce projet de la nouvelle constitution. Oui, je vous ai trouvé et aujourd'hui, je vous ai posé la question. Dites-nous concrètement, ce que vous reprochez à la constitution en vigueur et vos innovations. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez reproché? Quel article? Citez ces articles. Et les améliorations aujourd'hui. Citez-nous ces améliorations. Ça, c'est un. De deux, monsieur le docteur. Ben, n'allez pas jusqu'à 3. Hein. Non, pas 3. 2. C'est la deuxième question. Oui, la seconde question, oui. Monsieur le docteur, je suis votre étudiant. J'ai eu la chance d'être enseigné par vous. Quand vous êtes dans la salle de classe, ce n'est pas le discours que vous tenez. Aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé et j'ai même envie de dire que l'estime que j'avais pour vous n'est plus. Très sincèrement. Oui, honnêtement. Parce que ce que vous défendez, non, est indéfendable. Pour un docteur en droit de votre rang. Vous trouvez normal, le droit à la justice, c'est un droit fondamental. Droit à la justice, c'est un droit fondamental. Vous trouvez normal de dépouiller le citoyen de ce droit. Je prends le cas de la saisine de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est la question. Le cas de la saisine de la Cour constitutionnelle. Il y a la voie directe et la voie d'exception. Vous supprimez cette voie. Pour quelle raison? Merci. On va donner la parole à M. Desrands et après on revient. On vous écoute. Merci. Madame la modératrice, je n'ai pas demandé à prendre la parole.
puisque vous souhaitez que je prenne la parole, dites-moi sur quel point vous souhaitez que je prenne la parole. Je crois que vous avez suivi le débat avec nous, tout ce qui a été dit. Est-ce que vous avez pris connaissance du projet de loi de la nouvelle constitution? Qu'est-ce que vous en pensez et tout ça, quoi? Je viens d'avoir entre les mains ce projet de nouvelle constitution que M. Kossinede m'a donné dans la salle. Et comme Maître Otto n'en avait pas, il n'a jamais eu ce projet de constitution, je le lui ai donné pour ce débat. Okay. Donc je n'ai pas lu entièrement ce nouveau projet. Je dois d'abord préciser 2-3 choses. Je suis un politique et j'ai vu tous les régimes passer. Celui-ci aussi passera. Peut-être je serai déjà mort, j'en sais rien. Mais celui-ci passera. Il ne peut pas être éternel. Donc, quand on veut changer une constitution et mettre en place une nouvelle constitution, la nouvelle constitution doit apporter des éléments nouveaux qui font avancer la société. Jusqu'à présent, personne ne m'a dit, ni aujourd'hui ni avant, qu'est-ce qu'il y a, quel progrès cette nouvelle constitution va nous permettre d'avoir. Si j'entends bien ce qui a été dit ici, certains garde-fous qui ont été mis dans la Constitution de 2016 ont été tous balayés. Suppression du contre-seing, diminution des pouvoirs de la Cour constitutionnelle, limitation des mandats, etc. Tout ça, ça a été balayé. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Qu'est-ce que cette nouvelle Constitution apporte de nouveau dans une meilleure gestion de la cité ou si je précise encore ma pensée, en quoi cette nouvelle constitution permettra à la RCA de mieux se développer économiquement? Je reste très perplexe et de manière générale, je suis un homme assez modéré. Quand je dis perplexe, vous comprenez que dans le fond de moi-même, c'est beaucoup plus que perplexe. Je ne vois pas l'utilité de changer cette constitution. Les révisions constitutionnelles sont toujours possibles, mais balayer celle-là pour la remplacer par une nouvelle qui n'apporte rien de substantiel, je suis vraiment abasourdi. En réalité, je suis vraiment abasourdi. Dernier point, puisque les temps sont limités, et en fait, je n'avais pas envie de parler. J'ai lu que le référendum sera observé par les magistrats. J'ai lu qu'il y a un décret comme ça. Un arrêté. En tout cas, un texte pris par les membres du gouvernement. C'est les magistrats. Est-ce qu'ils ont qualité pour observer le référendum? Qui ça? Ah, le magistrat. Non, le ministre qui a signé, il est membre de la direction nationale. Ah bon. Est-ce que les magistrats ont le droit de surveiller un référendum? Est-ce que ça fait partie de leurs attributions prévues par la loi? Ça, c'est ces jours-ci, hein, depuis que la campagne a commencé, que ce texte est sorti. Je me pose des questions. Okay. Je me pose des questions. Voilà ce que je voulais dire. Hein, mais Merci ma position beaucoup. est connue. Hein, ma position sur ce projet de loi.
Non, je ne vais pas aller voter. Non, non, je ne Merci, me déplacerai pas, beaucoup. je resterai chez moi. Merci. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. On va voter oui, on va voter non, ou on reste chez soi. D'accord. On reste chez soi. Merci, En tant merci que citoyen, beaucoup. je reste chez moi. Merci beaucoup, Monsieur Deran Lakoé.